un gilet de gentleman disparu, et des secrets cousus sur chaque fil. Bienvenue sur Nuit Criminelle. Je suis votre hôte, Adrien. J'aimerais que vous me fassiez part de vos commentaires et que vous m'indiquiez d'où vous regardez l'émission. Votre présence ici rendra ce mystère encore plus palpitant. Commençons. C'était le genre d'après-midi d'été qui rendait plutôt sentimentale la campagne anglaise. Les nuages dérivaient paresseusement sur les toits de St. Audrey's, un village si placide et si ordonné qu'on aurait pu le sortir directement d'un guide ou d'une comptine. Ici, jamais rien vraiment s'est produit, du moins c'est ce qu'on croyait affectueusement. Ce samedi-là, la fête annuelle du presbytère battait son plein. Les banderoles avaient été accrochées entre les arbres 2 jours auparavant. Par les scouts locaux, le stand de limonade était à court de glace à 3h30, et Madame Hedley Forbes avait déjà encore remporté le concours de confiture. Les enfants hurlaient lors des courses en sac tandis que leur mère sirotait du thé à l'ombre du châtaignier, comparant les rendements de la rhubarbe et s'inquiétant du fléau de la betterave. C'était, de l'avis de tous, exactement le genre d'occasion où l'on s'attendait à ce que tout se déroule délicieusement comme prévu, jusqu'à ce que ce ne soit pas le cas. À 16h12 précise, alors que la fanfare se lançait dans une interprétation légèrement trop zélée, de règle Britannia, un étrange silence s'abattit sur la tente à thé. Le révérend Chiswick, le visage rouge et essoufflé, apparut au niveau du rabat, faisant des gestes frénétiques à quelqu'un qui se trouvait juste à l'extérieur de la tente. « Un médecin !» cria-t-il d'une voix brisée. « Le docteur Delaford est-il toujours là ?» Les têtes se tournèrent. Quelques halètements suivirent. Des murmures coururent comme le vent dans les blés, puis comme une vague déferlante la nouvelle s'est répandue. M. Oswald Cresswell s'est effondré près du stand de tombola. Pour les non-initiés, cela pouvait paraître peu dramatique. Après tout, l'homme était septuagénaire, grand et pâle, souvent essoufflé après un effort léger. Mais pour les villageois de Saint-Audrey, c'était profondément troublant. Non pas parce qu'il s'était effondré, mais parce qu'il n'avait jamais assisté la fête la plus mémorable des 12 années écoulées depuis son emménagement à Appledore House. Il l'avait un jour qualifié de petit carnaval pour les ternes et les aveugles. Et pourtant, il était là, allongé sur l'herbe, en tas froissé, une main fermement serrée sur la poitrine de sa veste, ou plus précisément, sur un morceau de quelque chose caché dans son pantalon. Sous il, Miss Marple était assise non loin de la table de tombola, observant tranquillement les allées et venues avec sa curiosité placide habituelle. Elle se leva avec un calme prudent, tandis que le cercle de badauds se formait, et, discrètement, se dirigea vers l'avant. « Laissez-lui de l'espace » ordonna le docteur Delaford, en s'agenouillant pour vérifier le pouls de Cresswell. Le front du médecin se plissa presque immédiatement. « Ce n'est pas une simple faiblesse, murmura-t-il. J'ai peur qu'il soit parti. » La foule laissa échapper un soupir d'incrédulité. Plusieurs femmes haletèrent. Madame Hedley Forbes laissa tomber son ombrelle. Quelqu'un se mit à sangloter. Le révérend Chiswick s'éclaircit la gorge. Est-ce que ça aurait pu être son cœur? Il avait toujours l'air plutôt fragile. Les yeux bleus de Miss Marple, perçant sous le bord souple de son chapeau de paille, se posaient doucement sur le défunt. Son regard passa de l'angle, curieux de sa tête au gilet mauve profond qu'il portait, étrangement flamboyant et totalement en désaccord avec la réputation de terne de l'homme. Il souffrait sans aucun doute de nombreux maux, dit-elle doucement, principalement pour elle-même. Le docteur Delaford ouvrit lentement la main serrée du défunt et trouva un morceau de tissu, un petit coin de linge déchiré avec de légers motifs. Initiales brodées, EC, étaient cousues dans le coin à peine visible, mais d'un style incontestablement féminin. Étrange, marmonna le médecin. Ce n'était pas son mouchoir. Je parierais qu'il venait d'un chemisier de dame, ou peut-être même d'une chemise. Miss Marple inclina la tête. En effet, murmura-t-elle, un objet plutôt curieux à tenir dans ses mains, vous ne trouvez pas? À ce moment-là, le gendarme du village, le jeune sergent Phipps,
était arrivé, son bloc-notes déjà en main. « C'est vrai, » dit-il avec l'empressement de quelqu'un qui découvre la mort dans le domaine. « Mieux vaut nettoyer la fête, révérend. Tout le monde rentre chez lui, s'il vous plaît. Pas de panique, mais nous devons sécuriser les lieux. » Le révérend, toujours pâle, hocha docilement la tête et commença à disperser doucement les invités. Miss Marple, inaperçue au milieu de la rafale, resta juste le temps d'observer un dernier détail, les coutures du gilet mauve. Très bien, pas prêt à l'emploi, travail sur mesure, probablement étranger. Cela ne correspondait pas aux pantalons ni les chaussures. En fait, l'ensemble avait l'air assemblé, pas porté. De retour à son chalet plus tard dans la soirée, Miss Marple a mélangé une cuillère à café de miel dans son thé et a réfléchi aux faits. Oswald Cresswell avait été un homme solitaire, rarement vu et encore plus que rarement aimé. Il avait gagné son argent, certains disaient de façon douteuse, en Afrique du Sud et était revenu à Saint-Audrey à la retraite avec une langue acérée, une porte fermée et aucun ami visible. Il vivait seul, n'avait aucun parent connu. Et pourtant, aujourd'hui, plus que jamais, il était apparu, habillé bizarrement, tenant un bout de vêtement féminin déchiré, et avait fini par mourir complètement et publiquement. « Ce n'est pas le genre de sortie qu'on attend d'une recluse, » dit à voix haute Miss Marple. Elle se tourna vers la table près de la fenêtre, où un petit carnet était ouvert. De sa main soignée et soignée, elle nota « Cresswell ». Une fréquentation inattendue, gilet mauve, étranger, nouveau, hors de caractère, bout de tissu, féminin, initiale EC. Expression à la mort, pas de paix, pas de peur, mais de la surprise. Elle marqua une pause, tapotant pensivement son stylo. Un instant plus tard, elle ajouta « Qui est EC ?» Dehors, le soleil disparaissait derrière les collines, projetant une teinte rosée sur les toits du village. Les lumières clignotaient aux fenêtres et les portes se fermaient doucement pour le soir. Tout semblait à nouveau calme à Saint-Audrey, mais Miss Marple, avec des années d'observation attentive dissimulées sous son sourire tranquille, savait que le meurtre, en particulier dans les villages, n'était jamais qu'une question de mort, c'était une question de qui a vu quoi, qui a dit quoi, et qui avait quelque chose à cacher. Et Miss Marple était très douée pour voir les choses que les autres ne voyaient pas. Le lendemain matin, Saint-Audrey's était baignée d'un fin brouillard de rumeurs et de spéculations, un peu comme la rosée qui recouvrait ses belles haies et ses parterres de roses tachetés. La fête du presbytère ne s'était pas terminée par le tirage au sort prévu des prix de la tombola, mais par une mort subite, une ambulance, et une foule de villageois chassés avant que les Génoises puissent être jugées. Alors, naturellement, les gens parlaient. Ils discutaient autour du porridge du petit déjeuner, sur les fils téléphoniques, sur les clôtures basses, tout en faisant la lessive. Certains attendaient la fin de l'église, parlant à voix basse au Leach Gate. D'autres n'ont pas attendu du tout. À The Willows, la maison grandiose mais légèrement défraîchie du colonel et de Madame Arbuthnot, les fenêtres de la salle à manger étaient grandes ouvertes, laissant entrer la brise chaude de l'été, et toutes les rumeurs à la dérive. Le colonel avait déjà lu et plié les temps et sirotait sa deuxième tasse de thé. « Je suppose que c'est lui qui l'a cherché », marmonna-t-il en beurrant ses tartines avec une précision militaire. Oswald Cresswell n'a jamais été un homme modéré. Il fumait comme un pompier, n'est-ce pas? Et il buvait cet horrible brandy sud-africain. Madame Arbuthnot, une femme formidable en bleu paon, haussa un sourcil désapprobateur. Ne sois pas absurde, Gérald. Il n'a pas boire, pas ces dernières années. Il en était terriblement fier. Il a dit qu'il y avait renoncé en 1952 après ce malheureux incident à Marlow. Répondit le colonel, ce qui, dans son langage, signifiait qu'il n'était pas convaincu. Pendant ce temps, de l'autre côté de la place du village, dans une maison plus petite et considérablement plus gaie, Madame Emmeline Crouch tenait sa cour. Veuve de forte corpulence et d'une curiosité accrue, elle avait invité 2 de ses plus proches compagnons à un petit déjeuner improvisé, juste pour se détendre.
Ce qu'elle voulait dire, bien sûr, c'était « embrouillez-le complètement », avec des conjectures. « Eh bien, dit-elle en versant du thé faible dans de la porcelaine fine, si vous me demandez, il y a plus que ça. Mauve, de toutes les couleurs. Ce gilet était positivement fringant. Aucun homme n'achète quelque chose comme ça sur un coup de tête. Oh, mais il ne l'a pas acheté, dit mademoiselle Laetitia Broad en se penchant. Je suis sûre de l'avoir vu, ou quelque chose de très similaire, dans la vitrine de la mercerie de Wexley la semaine dernière. Il avait disparu le lendemain. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Madame Crouch poussa un halètement digne d'une matinée. Tu ne parles pas de quelqu'un à donner ça à lui, cela impliquerait... Une femme, dit Miss Broad, les yeux brillants derrière des lunettes en écailles de tortue, ou un tailleur très excentrique. La troisième invitée, Miss Gwen Crutchley, habituellement timide, dit doucement « Mais qui le ferait ?» Il ne l'était pas. Eh bien, disons qu'il ne l'était pas. Approchable. Madame Crouch se pencha, baissant la voix. Et qu'en est-il de ce tissu qu'ils ont trouvé dans sa main? Un mouchoir de femme, ont-ils dit. Parfait, moi je ne suis pas Adajek et Emmeline Crouch, mais... Mademoiselle Crutchley le regarda fixement. Tu plaisantes. Bien sûr que je plaisante, rétorqua Madame Crouch. J'utilise des mouchoirs en papier, mais quelqu'un avec ces initiales existe, j'en suis sûr. Et je parie que cette personne sait pourquoi Cresswell est mort. Partout à Sainte-Audrey, ces conversations fleurissaient comme des pissenlits dans l'herbe, difficiles à déraciner et se propageant rapidement. Les théories abondaient. Il aurait été empoisonné, bien que le docteur Delaford ne l'ait pas dit. Il aurait eu une liaison au Cap, une invention alléchante de Mee Pinner, l'avocat à la retraite, ou encore le gilet aurait été un vêtement. Volé et il aurait été tué pour cela, grâce à la jeune Lydia Hennings qui lisait beaucoup trop de romans policiers. Et pourtant, il y avait une personne dans le village qui ne spéculait ni n'exagérait. Miss Marple, toujours aussi modeste dans son cardigan lilas, était assise dans son salon ce dimanche après-midi, un tambour à broder bien rangé sur les genoux et une théière refroidissant à côté d'elle. Son esprit, cependant, était plus occupé que ses doigts. Elle avait posé des questions discrètes ce matin-là, rien d'assez évident pour attirer l'attention. Un arrêt chez le marchand de légumes, une conversation polie avec M. Withers à la poste, et un mot très utile avec la jeune Peggy de la mercerie, qui avait en effet vendu un gilet mauve distinctif plus tôt dans la semaine. « Payé en mini-tête liquide », avait dit la fille, par une femme, très bien habillée, gants et tout. « Ah ?» demanda Miss Marple d'un ton léger. « Auriez-vous remarqué ces initiales sur quelque chose? Un monogramme, peut-être ?» Peggy avait eu l'air « Désolé. »« Non, mais je me souviens qu'elle a demandé qu'il soit mis dans une boîte. Elle a dit que c'était un cadeau. » Miss Marple l'avait remerciée avec un gentil sourire, avait acheté 2 écheveaux de soie à broder et était partie. Maintenant, dans le silence de son salon, elle examinait à nouveau son carnet. Gilet. Acheté par une femme, emballé en cadeau chute de tissu féminin paraffé EC. Cresswell solitaire, aucune connaissance connue localement. Pourtant, j'ai assisté à la fête portant un cadeau tenant un objet déchiré. Conclusion possible. Rendez-vous arrangé? Elle reprit son stylo. Qui est UC? Un lien avec fête? Avec Cresswell? Ses pensées furent interrompues par un léger coup frappé à la porte. C'était son neveu, Raymond West, le romancier, qui était en ville pour une courte visite. « Tante Jane, dit-il en souriant en entrant, j'ai entendu dire qu'il y avait un peu d'excitation hier. La fête, n'est-ce pas ?» Miss Marple se leva et lui offrit du thé. « Oui, chérie. Le pauvre monsieur Cresswell est décédé subitement. » Raymond haussa un sourcil. « Cœur? Peut-être. » répondit-elle délicatement, même si j'ose dire que sa mort était plutôt prématurée. Et étrangement, théâtrale. Raymond avait l'air amusé. Vous ne pensez pas qu'il s'agissait d'un meurtre, tante Jane? Miss Marple sourit faiblement. Je trouve qu'il vaut mieux ne jamais supposer n'importe quoi, ma chère.
Mais je crois que les gens se comportent rarement de manière incohérente. Sans raison, Raymond rit. Toujours l'observateur. Je me demande cependant, si vous écriviez l'histoire, par où commenceriez-vous? Miss Marple pencha la tête. Je suppose que je commencerai, dit-elle lentement, par découvrir qui dans ce village tranquille porte les initiales EC, et qui avait une raison, aussi enfouie soit-elle, de s'assurer que le pauvre M. Cresswell n'ait plus jamais parlé. Le jour suivant s'est levé sous un ciel couvert, avec une brume gris pâle accrochée aux arbres comme un châle oublié. C'était le genre de temps qui adoucissait les voix et semblait ralentir le temps. Un temps très propice, pensait toujours Miss Marple, à une observation tranquille. En milieu de matinée, le village de St. Audrey's avait retrouvé son rythme habituel. M. Hartley ouvrait la boulangerie à 7 heures précises. Le chariot de lait roulait fidèlement devant le green et le vicaire, comme toujours, prenait sa matinée constitutionnelle avec un peu plus de solennité que d'habitude. Mais sous la surface, l'air portait toujours cette tension invisible, une subtile tension dans chaque sourire poli, chaque rideau fermé. La police, quant à elle, s'était montrée remarquablement discrète. Le jeune sergent Phipps avait passé la soirée précédente à interroger les principaux participants à la fête, sans grand succès. Il avait bon cœur, pensa Miss Marple avec bienveillance, mais une fâcheuse tendance à supposer que les gens disaient la vérité lorsqu'on les interrogeait directement. Miss Marple, cependant, ne se faisait pas d'illusions. Elle est partie de son chalet ce matin-là avec une paire de gants dans son sac à main et un petit panier de confiture de fraises des bois. Apparemment un cadeau pour Madame Witherby, qui s'était récemment couchée avec des nerfs, même si l'on soupçonnait qu'elle appréciait simplement l'attention. « J'espère que je ne vous dérange pas », dit doucement Miss Marple en étant admise dans le salon, où Madame Witherby, drapée de façon spectaculaire dans un châle, un motif cachemire, était allongée parmi des oreillers comme une invalide d'un roman gothique. « Oh, pas du tout, Jane », soupira la femme plus âgée en pressant un mouchoir parfumé à la lavande sur sa tempe. « C'est juste, tout va bien terrible, n'est-ce pas? Oswald Cresswell entre tous, et à la fête. » Miss Marple s'installa sur une chaise près de la fenêtre. « Oui, une sacrée surprise, et si publique. J'ai toujours imaginé qu'il décéderait chez lui, derrière des rideaux tirés, et que personne ne le saurait pendant des jours. » Madame Witherby eut un frisson théâtral. « Il y a quelque chose là-dedans, Jane. Quelque chose d'anormal. Je connaissais à peine cet homme, mais je l'ai vu ce jour-là, et il avait l'air impatient, pas comme quelqu'un qui assiste à une fête par vaine curiosité. » Les aiguilles de Miss Marple claquèrent doucement. « En attente, dites-vous, comme s'il cherchait quelqu'un ?» Madame Witherby fit une pause. « Maintenant que vous en parlez, oui. » Il n'arrêtait pas de jeter un coup d'œil vers l'entrée. Il semblait nerveux. Je pensais qu'il avait peut-être perdu quelque chose. Les yeux de Miss Marple pétillèrent légèrement. Ou peut-être qu'il espérait trouver quelque chose. Ou quelqu'un. Madame Witherby expira brusquement et attrapa un bonbon bouilli. Tout cela est très étrange. Mais que devons-nous faire? C'est entre les mains de la police maintenant. Oui, acquiesça doucement Miss Marple, et pourtant je me demande si le pauvre sergent Phipps pensera à vérifier le registre du village. Je l'ai fait hier, après une conversation plutôt utile avec Miss Grindle au bureau paroissial. Madame Witherby cligna des yeux. Pourquoi faire? Pour savoir combien de femmes dans la paroisse portent les initiales EC, dit joyeusement Miss Marple, en fouillant dans son sac à main et en retirant un petit bloc-notes. J'ai pensé que cela pourrait être un exercice utile. Madame Witherby cligna à nouveau des yeux. Jane, c'est positivement travail de détective. Miss Marple rougit modestement. Oh, rien de tout cela. Simplement une curiosité. Voyez-vous, seules 2 femmes à St. Audrey's semblent porter ces initiales. L'une est Miss Edna Calthorpe, la professeure de musique à la retraite qui vit maintenant près de la gare et n'a pas quitté sa maison depuis 5 ans. L'autre, elle s'arrêta délicatement. Madame Witherby se pencha en avant.
Oui, le ton de Miss Marple était léger. L'autre est Miss Evelyn Cosgrove. Le nom est tombé comme une tasse de thé tombée sur un sol carrelé. Un moment de silence suivit. « Oh !» dit Madame Weatherby avec une sorte de révérence haletante. Miss Marple inclina légèrement la tête. Evelyn Cosgrove faisait partie de ces femmes dont les gens disaient des choses comme intéressantes et inhabituelles, alors qu'elle ne souhaitait pas s'engager dans quelque chose de moins charitable. Elle avait déménagé à St. Audrey il y a environ 3 ans, après le décès de son mari, un marchand d'antiquités, si l'on en croit son histoire, et avait élu domicile dans une maison en pierre modeste, mais impeccablement entretenue, à la périphérie de la ville. Elle portait le plus souvent des pantalons, fumait des cigarettes françaises et gardait une photo encadrée d'un jaguar, l'animal, pas la voiture, dans son hall d'entrée. C'était suffisant dans un village comme St. Audrey's pour la distinguer fermement, et plus précisément, elle avait été vue une seule fois, en train de parler à M. Cresswell, un mardi matin devant la poste, un échange tranquille, mais non sans tension visible. « J'ose dire que ça vaut le coup de faire une promenade, » dit Miss Marple en se levant doucement et en offrant les conserves à Madame Weatherby avec un sourire d'adieu. Une demi-heure. Plus tard, Miss Marple se tenait devant le portail drapé de lierre du cottage d'Evelyn Cosgrove, frappant poliment au heurtoir de laiton. Après un silence, Evelyn elle-même ouvrit la porte, vêtue d'un cardigan anthracite, d'un foulard en soie et d'une cigarette tenue avec justesse. « Mademoiselle Marple, » dit-elle d'une voix douce et basse, « à quoi me vaut ce plaisir inattendu ? J'espérais avoir un petit conseil sur la conservation du gingembre, » dit agréablement Miss Marple. « Votre marmelade de citron et de gingembre à la dernière foire était tout simplement excellente. » Une lueur d'amusement passa sur le visage d'Evelyn. « Eh bien, entrez alors. Je vous préviens, cependant, je ne suis pas du genre à bavarder. »« Bien sûr que non, » acquiesça aimablement Miss Marple. « Moi non plus. » Ils étaient assis dans le salon où un feu avait été allumé malgré la chaleur. Sur la cheminée se trouvaient plusieurs petites figurines, aucune d'origine. « Locale, sud-américaine, supposa Miss Marple, peut-être péruvienne. Je comprends que vous connaissiez M. Cresswell, dit-elle après quelques instants de conversation sans conséquence. Le sourire d'Evelyn ne faiblit pas, mais ses épaules se raidirent. « Je l'ai rencontré une fois, dit-elle. Il avait entendu parler du travail de mon défunt mari et pensait que nous pourrions avoir des connaissances communes. En effet, dit Miss Marple, c'était un homme plutôt solitaire, n'est-ce pas? Privé, corrigea Evelyn. Il y a une différence. Miss Marple hocha la tête. J'ai toujours pensé que les personnes les plus privées ont souvent les histoires les plus colorées. Une autre pause. Evelyn l'observa à travers les volutes de fumée de cigarette. « Que suggérez-vous exactement, Miss Marple ?»« Oh, rien du tout, » dit légèrement Miss Marple. « Seulement c'est très curieux, n'est-ce pas, que quelqu'un comme M. Cresswell se présente à une fête qu'il méprise, habillé si différemment, pour ensuite mourir à la vue de tout le monde. En tenant un morceau de tissu de femme, l'expression d'Evelyn ne changea pas, mais sa main trembla légèrement lorsqu'elle posa la cigarette. Miss Marple sourit doucement et se leva. « Pardonnez-moi, j'ai pris assez de votre temps. Mais, si jamais vous souhaitez partager l'un de vos secrets de conservation du gingembre, je vous en serai très reconnaissant. » Elle est partie avec des adieux polis, laissant derrière elle une pièce qui semblait désormais chargée de quelque chose d'invisible, comme une tempête maintenue fermement derrière une couverture nuageuse. En revenant dans l'allée, Miss Marple a noté une dernière note dans son petit livre. Evelyn Cosgrove. Évasive, tendue au nom, aucun déni. Les figurines suggèrent une familiarité avec l'Amérique du Sud. Privée. Fin sans rapport. Et puis, comme si elle poursuivait simplement sa promenade, elle se dirigea vers la place du village, où le gendarme se tenait en train de parler au sergent Phipps. Certaines vérités, pensa Miss Marple, n'exigeaient aucune confrontation. Ils avaient simplement besoin d'être surveillés.
tranquillement, soigneusement, jusqu'à ce que la bonne pièce s'enclenche. Mercredi, à St. Audrey, l'atmosphère était passée des spéculations à une certitude tranquille, du moins aux yeux de la police locale. L'enquête avait été ouverte puis rapidement ajournée dans l'attente de la suite des investigations, mais cela n'a pas empêché le sergent Phipps d'élaborer ce qu'il croyait être une théorie solide. « Nous avons un mobile, Miss Marple », dit-il fièrement en la croisant près du marchand de légumes, son carnet sous le bras comme un bâton de justice. Cresswell n'était pas vraiment l'ermite solitaire que nous pensions tous. Il s'est avéré qu'il avait eu, disons, un désaccord avec Miss Cosgrove. Miss Marple, son chapeau de paille légèrement incliné vers le soleil, affichait son doux sourire habituel. « Ah bon? Quel genre de désaccord ?» Phipps parut ravi qu'on lui pose la question. « Ce n'est pas tout à fait clair, mais mademoiselle Cosgrove a admis qu'il s'était disputé. Une histoire d'argent, je suppose. Apparemment, elle lui avait prêté une somme considérable l'année dernière, et il avait refusé de la rembourser. Il avait dit ne jamais l'avoir demandé. Un peu comme s'il avait dit, mais elle avait dit. « Je vois, » répondit Miss Marple. « Et quel est le lien avec sa disparition soudaine à la fête? » « Eh bien, nous n'avons pas encore le rapport toxicologique complet, mais le docteur Delaford a évoqué la possibilité de la digitale. Ça imite une crise cardiaque, voyez-vous. Et mademoiselle Cosgrove a de la digitale dans son jardin. Très décorative, mais plutôt dangereuse entre de mauvaises mains. » Miss Marple hocha la tête pensivement. « Tout à fait. Elle n'a pas mentionné que la moitié du village avait des digitales en fleurs, ou que l'idée d'Evelyn Cosgrove empoisonnant un homme au milieu d'une fête dans un jardin alors qu'elle était entourée de vicaires et de tartelettes, à la confiture, semblait plus qu'une petite théâtrale. Pourtant, la théorie avait pris racine et les villageois, toujours avides de résolution, la trouvaient satisfaisante. Jeudi, le nom de Miss Cosgrove était devenu l'abréviation de « duplicité féminine ». Terriblement triste, bien sûr, murmura Madame Croupton autour d'un gâteau aux graines à la guilde des femmes. Mais on ne sait jamais vraiment ce que le chagrin peut faire à une femme. D'abord son mari, et maintenant ça, cela peut tordre. L'âme, d'autres étaient moins charitables. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose étranger à propos d'elle, renifla Miss Broad. Tout cet encens et ces étranges tentures murales. Pas étonnant qu'elle ait craqué. Evelyne, quant à elle, gardait un calme étudié. On la vit se diriger vers la poste comme à son habitude, la posture toujours aussi droite, mais son expression était devenue circonspecte. Cet air de détachement froid qui la rendait autrefois mystérieuse paraissait désormais menaçant à beaucoup. Pendant ce temps, Miss Marple poursuivait ses douces promenades à travers le village, se rendant à tous les endroits habituels. La boulangerie, la bibliothèque de près, la salle paroissiale. Pour l'observateur non averti, elle paraissait plus sereine que jamais. Mais sous la surface, son esprit évoluait avec une précision tranquille. Quelque chose dans le récit n'allait pas. Cresswell, à sa connaissance, n'était pas homme à accepter la charité. Qu'il ait contracté un emprunt, en particulier, auprès d'une femme qu'il connaissait à peine un an auparavant, semblait étrange. Et s'il l'avait fait et avait refusé de rembourser, pourquoi se présenter publiquement à la fête habillé comme un gentleman de loisir? Surtout, si Evelyn Cosgrove avait réellement eu l'intention de le tuer, pourquoi ne pas le faire en privé? Tout cela était bien trop théâtral. Poison lors d'une fête, un gilet brillant, un tissu déchiré saisi par la mort. S'il s'agissait d'un meurtre, et Miss Marple en était de plus en plus certaine, alors le tueur avait fait de grands efforts pour y parvenir, regardé d'une certaine manière, et cela n'a jamais été la marque d'une conscience coupable. C'était la marque d'une performance. Elle y pensait le lendemain matin lorsqu'elle fut surprise par une visiteuse inattendue. Lydia Hennings, la fille pleine d'entrain du marguillier. « Miss Marple », éclata la jeune fille, « j'ai trouvé quelque chose. À la fête. » « Eh bien, juste après de fête. » Miss Marple déposa son tricot. « Oh, je ne voulais rien dire avant.
je veux dire, les gens riraient. Mais j'étais derrière la tente Tombola à la recherche de mon chat après tout ce qui s'est passé. Tiddles se cache toujours quand il y a du bruit, et j'ai cru le voir. Partir par là. Mais à la place, j'ai trouvé ça. Elle sortit un petit objet enveloppé dans un mouchoir, un poudrier pour femme. Doré, légèrement éraflé, Miss Marple l'a ouvert. À l'intérieur se trouvait un miroir fissuré et une poudre pressée d'une teinte corail distincte. Ce n'était pas celui de Miss Cosgrove, a poursuivi Lydia. Elle ne porte pas de maquillage. Pas de ce genre. Je l'ai vue à la poste avec rien d'autre que du baume à lèvres. Miss Marple hocha lentement la tête. « Et tu as trouvé ça après l'agitation » Lydia hocha la tête, près de l'endroit où M. Cresswell est tombé, niché dans l'herbe. Miss Marple retourna le poudrier. Là, légèrement gravé, se trouvèrent les initiales CCE. « Mais ce n'est pas celui d'Evelyn Cosgrove, » dit-elle doucement. « Non, je ne crois pas que ce soit le cas. » Plus tard dans la journée, Miss Marple rendit visite à la mercerie, une petite boutique lumineuse dirigée par Miss Grindle, dont la mémoire des tissus n'avait d'égal que sa mémoire des visages. « Ah, Miss Marple !» dit la femme en polissant le comptoir en verre. « Plus de fil à broder ?»« Pas aujourd'hui, » répondit Miss Marple. « Je me demandais si vous pouviez m'aider à identifier un parfum. » Elle lui tendit le pacte. Miss Grindle l'ouvrit et renifla délicatement. « Eh bien oui, ces jardins de minuit, je m'en souviens bien. Une ligne de luxe parisienne. Madame de Lancy l'achetait avant la guerre, mais elle n'est plus là. La seule qui le porte aujourd'hui est mademoiselle Elspeth Carter. » Elspeth Carter. Miss Marple haussa légèrement les sourcils. « Oui, vous la connaissez. Elle vit avec sa cousine au Mélèze. Toujours terriblement élégante, un peu recluse ces derniers temps, mais à son époque, c'était une vraie beauté. » Miss Marple la remercia, rangea le poudrier dans son sac à main et se dirigea vers The Larches, une maison blanchie à la chaux, à moitié dissimulée par une rangée de tilleuls. Elspeth Carter. Un autre Hussé, le cousin oublié. Le silencieux. Elle vivait à Saint-Audrey depuis des années, et pourtant n'avait jamais été qu'une ombre en marge de la vie du village. Personne ne l'avait jamais soupçonnée de quoi que ce soit. Mais là encore, personne n'avait regardé. Alors, que Miss Marple s'approchait du portail, elle remarqua un fil mauve accroché à la haie. Elle l'arracha doucement et le présenta à la lumière. Soie. La même teinture que le gilet. Elle resta immobile, le poids de l'indice s'installant. Pas Evelyn. Cosgrove. Pas dramatique. Evelyn visible avec ses digitales et ses manières étrangères. Quelqu'un d'autre avait voulu qu'elle regardait coupable. Quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un d'invisible. Et à St. Audrey's, les secrets les plus dangereux n'étaient jamais visibles. Ils étaient là cachés, dans de vieux pactes, dans des façades polies, dans des histoires longtemps tacites. Miss Marple se retourna vers le village, d'un pas mesuré mais léger. La police avait son suspect, mais il regardait dans la mauvaise direction. Elle venait cependant de trouver un fil conducteur et elle avait l'intention de le suivre. Le lendemain matin, le fil de soie que Miss Marple avait cueilli dans la haie des Mélèzes était encore soigneusement enroulé dans son sac à main, enveloppé dans un carré de papier de soie plié. C'était un petit objet à peine visible, mais d'après l'expérience de Miss Marple, c'étaient précisément ces petits détails, facilement oubliés et discrètement égarés, qui faisaient si souvent tourner la clé d'un mystère. Elle avait passé une grande partie de la soirée précédente à réfléchir tranquillement, sa broderie intacte, sa tasse de thé refroidissante à côté d'elle. La chronologie, les personnages, les performances, tout commençait à s'organiser comme des pièces sur un échiquier. Quelqu'un avait bougé le premier et quelqu'un d'autre en avait pris la responsabilité. Mais derrière tout cela, il y avait une main bien plus délibérée que ce que le sergent Phipps était prêt à voir. Au petit déjeuner, le courrier du matin a suscité un intérêt supplémentaire. Parmi les circulaires habituelles et les enveloppes soigneusement adressées, il y avait une note anonyme, pliée une fois sans enveloppe et déposée dans la boîte aux lettres au petit matin. Le journal était bon marché,
Mais le message était précis. Demandez ce que Miss Carter faisait à la sacristie la veille de la fête. Il n'y avait pas de signature. Miss Marple étudia l'écriture, qui avait été soigneusement modifiée. En bloc, avec des courbes exagérées. Amateur mais intentionnel. Elle plaça la note à côté de son assiette et se tourna vers ses propres pensées. Mademoiselle Elspeth Carter, la cousine tranquille, celle qui restait seule, qui portait un parfum d'une autre époque et qui était jusqu'à présent quasiment invisible dans le concert des ragots du village. Pourtant, maintenant, son nom commençait à faire surface, comme une légère ondulation sur une eau autrement calme. Si Elspeth avait effectivement fait partie de la sacristie, et la note le prétendait avec une confiance tranquille, alors il y avait une raison pour garder le secret. Mais que pouvait bien faire là une femme de sa stature la veille de la fête? Miss Marple se dirigea vers l'église Saint-Audrey peu avant 11 heures. La porte était ouverte pour le nettoyage habituel de milieu de semaine. À l'intérieur, elle trouva M. Lively, l'aimable concierge, en train d'astiquer un chandelier en laiton avec un enthousiasme débordant. « Bonjour, Monsieur Lively », salua Miss Marple d'une voix chaleureuse. « Miss Marple », dit-il avec un grand sourire, « je ne m'attendais pas à vous voir aujourd'hui. J'ai pensé faire un peu de bénévolat, mentit-elle avec douceur, et je me demandais si la sacristie avait besoin de renfort. » Monsieur Lively rigola. « Il faut toujours quelque chose. Plus de mains, moins de souris et beaucoup moins d'humidité. » Ils bavardèrent encore un moment, avant qu'il ne lui fasse signe de passer avec son chiffon huileux. « Fais attention où tu mets les pieds. Le toit goutte quand il fait frais le matin. » Miss Marple entra dans la sacristie, une pièce compacte, bordée d'armoires lambrissées et d'une étroite table jonchée de livres de cantiques et de vieilles feuilles de service. L'air sentait légèrement l'encens et le cirage, avec une pointe de fleurs. Elle passa une main gantée sur le bord de la table et marqua une pause. Une légère trace scintilla à la lumière, à peine visible, mais indéniablement cosmétique. « De la poudre ?» Non, c'était une trace de fond de teint, corail, la même teinte qu'elle avait vue dans le poudrier retrouvé près du corps de Cresswell. Une tache sur le bord de la table de sacristie, trop subtile pour l'œil, mais pas pour Miss Marple. Son regard se porta sur l'armoire la plus proche de la table. Elle l'ouvrit doucement. À l'intérieur, des rangées de robes de chœur étaient soigneusement suspendues, manches repliées, cols repassés. Mais parmi elles, tout au fond, quelque chose d'étrange flottait. Une légère odeur accrochée au tissu. Jardin de minuit. Miss Marple ferma doucement la porte et retourna vers M. Lively. « Est-ce que beaucoup de gens ont accès à la sacristie pendant la semaine ?» demanda-t-elle d'un ton léger. Il s'est gratté la tête. « Pas beaucoup, surtout le révérend Chiswick et moi. Parfois, Madame Everdale y laisse les compositions florales la veille du service du dimanche. Oh, et vendredi dernier, à bien y penser, Miss Carter est passée. » Miss Marple pencha la tête. « Oh, oui, dit-il en hochant la tête. On lui a demandé si elle pouvait faire un don en privé dans la boîte d'aumône. Elle a dit qu'elle ne voulait pas d'attention, mais qu'elle avait gagné de l'argent et qu'elle voulait contribuer à la réparation du toit de l'église. » L'esprit de Miss Marple bougea. Un don privé. Aucun témoin, une odeur dans la sacristie. Une trace cosmétique. Très attentionnée de sa part, murmura-t-elle. Et je suis sûr que le toit est très reconnaissant. Plus tard dans la journée, elle se dirigea de nouveau vers les Mélèzes. Elspeth Carter a de nouveau ouvert la porte, avec son air courtois mais méfiant. Elle portait un chemisier bleu pâle et ses perles emblématiques. Pas de maquillage. Pas de parfum cette fois. Miss Marple, dit-elle d'une voix soigneusement mesurée. Qu'est-ce qui t'amène encore? Miss Marple n'était pas du genre à insister directement. Au contraire, elle souriait gentiment. J'étais à l'église ce matin pour aider M. Lively. Il a mentionné votre généreux don. C'est très gentil de votre part. Les lèvres d'Elspeth tressaillirent. Le toit est dans un état lamentable. Je trouvais ça normal. Je ne voulais pas d'histoire. Bien sûr, quel geste discret. Il y eut une pause. Je me demande, dit doucement Miss Marple,
Si vous avez peut-être croisé M. Cresswell là-bas, peut-être dans les jours précédant la fête, je crois qu'il était impliqué dans certaines des questions financières de l'Église. Discrètement. Bien sûr, Elspeth hésita. J'aurais pu le faire, dit-elle lentement. Il était présent brièvement. Nous avons échangé des plaisanteries. C'est tout. Aucune mention de votre ancienne relation à Londres? Demanda Miss Marple d'un ton léger comme une plume. Elspeth leva brusquement les yeux puis sourit. Non pas avec amusement, mais avec résignation. Vous avez été occupée, Miss Marple. Simplement attentif. Elspeth soupira et s'écarta. Tu ferais mieux d'entrer. À l'intérieur, le salon était sombre, chargé de vieux rideaux de velours et de la moindre trace de musique oubliée. Un piano, longtemps inutilisé, se trouvait dans un coin. « Vous étiez amant autrefois », dit doucement Miss Marple, non pas comme une accusation, mais comme une vérité prononcée à voix haute. Elspeth ne broncha pas. « Oui, il y a près de 20 ans, à Londres. Avant son départ pour l'Afrique, il avait promis d'écrire. Il ne l'a jamais fait. Vous l'avez revu récemment ?» Elspeth hocha la tête. « Par hasard, à la poste. Il ne m'a pas reconnu au début, mais quand il l'a reconnu, eh bien, il a dit des choses, des regrets. Il a dit qu'il avait fait des erreurs. Il voulait se revoir, en privé. Mais ensuite, il a changé d'avis. Il a écrit un mot à la place. » Elle traversa la pièce et sortit une feuille pliée d'un livre. Miss Marple la lut en silence. « Elspeth, il vaut mieux que nous ne nous revoyions plus. Certaines choses sont mieux enterrées. S'il vous plaît, acceptez le gilet. Une bagatelle, mais le vôtre si vous le voulez. »« O.C. Le gilet, » murmura Miss Marple. « Il l'a rendu ?»« Je le lui ai envoyé. Je l'avais fait fabriquer pour lui. Bêtement. Quand j'ai pensé qu'il y avait encore quelque chose. » Sa voix se durcit. Il l'a rendu. Pourtant, il l'a porté le jour de sa mort. Elspeth parut surprise. « Il l'a porté ?» a-t-elle répété. « Oui, » dit doucement Miss Marple. « Et il tenait quelque chose quand il est mort, quelque chose de déchiré, un morceau de tissu. Je crois que cela provenait du colis dans lequel vous l'aviez enveloppé. » Elspeth pâlit. Miss Marple se leva doucement. « Vous ne l'avez pas tué, Miss Carter, mais quelqu'un voulait que cela ressemble à une femme. » Elle fit une pause. « Et maintenant, je dois me demander, qui d'autre aurait su que vous lui aviez envoyé le cadeau, et aurait eu des raisons de s'assurer qu'il ne soit découvert qu'après il est mort ?» Elspeth regarda fixement le foyer, les mains serrées. « Je crois, » dit doucement Miss Marple, « que nous sommes très proches de la vérité, et quelqu'un d'autre commence à s'inquiéter. » Dehors, les nuages s'étaient épaissis, projetant de longues ombres sur le jardin. Les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber, silencieuses, persistantes et révélatrices. La pluie a continué toute la nuit, et jusqu'au lendemain matin, une bruine persistante qui a voilé le village de St. Audrey's de Doue, gris et argent. Les chemins brillaient. Les gouttières bouillonnaient de plaintes silencieuses. Les rideaux sont restés tirés plus tard que d'habitude, et les pas sur le green étaient moins nombreux, étouffés par le sol détrempé. Miss Marple, cependant, s'était levée tôt. Dans son petit salon donnant sur le jardin arrière, elle avait disposé ses découvertes en rangées bien rangées sur la table, une habitude formée au fil de décennies de réflexion approfondie. Une ligne pour chaque observation, une colonne pour chaque nom. Les connexions, comme toujours, se révélaient lorsqu'elles étaient vues dans le calme. Colonne A. Elspeth Carter, ancienne relation amoureuse avec Cresswell, lui a envoyé le gilet mauve, vu à la sacristie la veille de la fête, fond de teint au ton corail trouvé dans la sacristie, parfum tracé pour compacter près du corps. Choqué d'apprendre que Cresswell portait le gilet en public chronique B, Evelyn Cosgrove, connue pour s'être disputée avec Cresswell au sujet d'un prétendu prêt. Cible des ragots et des soupçons policiers. Cultive de la digitale dans son jardin. Maintient une défense digne et composée. Colonne C.
Intermédiaire inconnu, je connaissais le don d'Elspeth. Il aurait pu placer un gilet et un mouchoir pour impliquer. Evelyn, peut-être avoir intercepté ou entendu la communication de Cresswell et Elspeth Miss Marple, tapota doucement le poudrier du bout de son stylo. Une performance, se rappela-t-elle. Quelqu'un avait orchestré un tableau, un homme empoisonné, un gilet exotique, le bout de tissu paraffé d'une femme serrée dans sa main et une trace de parfum menant sur une fausse piste. Tout cela parfaitement agencé. Et pourtant, le fil. Sur la haie, le pacte tomba précipitamment. La note anonyme, signe de précipitation, d'anxiété, de la culpabilité qui commence à s'effilocher. À 10 heures précises, Miss Marple se dirigea vers la bibliothèque, apparemment pour rendre un volume emprunté sur les haies anglaises, mais en réalité pour engager une conversation qu'elle avait préparée depuis longtemps. Miss Grindle était à sa place habituelle. Derrière le bureau, les lunettes basses sur le nez et les lèvres pincées de concentration, alors qu'elle triait une pile de bons de dons. « Mademoiselle Marple, dit-elle vivement, j'espère que tu n'as pas marché ici dans cette humidité. »« Très bien, ma chère, » dit Miss Marple en glissant le livre dans le bac de retour. « J'avais besoin d'exercice, mais je dois avouer que j'avais une idée assez curieuse en tête. » L'intérêt de Miss Grindle fut immédiatement piqué, comme c'était toujours le cas lorsque Miss Marple utilisait ce mot « curieux ». « Dis-le-moi. »« Il s'agit de Monsieur Cresswell, j'en ai bien peur, » a déclaré Miss Marple avec juste une pointe de tristesse. « J'ai récemment eu l'occasion de parler avec Miss Carter, chère âme, plutôt ébranlée, et quelque chose qu'elle a dit m'a fait me demander si quelqu'un aurait pu être au courant de son colis avant qu'il ne lui parvienne. » Les doigts de Miss Grindle s'arrêtèrent. « Tu ne le dis pas? Elle a utilisé le poste de Wexley, voyez-vous? Pas le nôtre. Un peu de discrétion, j'imagine. »« Oui, » dit lentement Miss Grindle, « mais pas encore assez privé, peut-être. » Le regard de Miss Marple resta doux mais stable. Miss Grindle baissa la voix. « Je ne devrais pas parler à tort, Jane, mais je me souviens que Miss Crutchley m'a posé des questions au sujet d'un colis le lendemain de son envoi. Elle a dit qu'elle avait vu Miss Carter porter une boîte emballée et pensait que c'était peut-être un cadeau d'anniversaire. On m'a demandé si je l'avais traité moi-même. J'ai répondu que non, bien sûr, mais j'ai trouvé étrange qu'elle soit intéressée du tout. » Miss Marple hocha doucement la tête. « Et a-t-elle mentionné la couleur du ruban ?» Miss Grindle cligna des yeux. « Oui, en fait, mauve. Je m'en souviens parce qu'elle a fait une grimace et a dit « une couleur si audacieuse pour quelqu'un comme Elspeth. » Miss Marple la remercia, prit une petite note dans son journal et sortit sous la pluie légère qui se transformait en brume. Mademoiselle Gwen Crutchley, silencieux, observateur, souvent ignoré. Le genre de personne qui traversait facilement les pièces, les jardins, les vies, recueillant des miettes de savoir sans avoir l'air de regarder. Miss Marple avait un jour vu un chat traquer un moineau avec une telle immobilité. Il était temps d'appeler. Cet après-midi-là, Gwen ouvrit sa porte avec la politesse hésitante de quelqu'un qui n'est pas habitué aux visiteurs. « Mademoiselle Marple. Oh, s'il vous plaît, entrez. » Le salon était petit mais bien entretenu, avec un service à thé à motif de rose déjà disposé, comme si Gwen attendait quelque chose, ou quelqu'un. « Veuillez excuser le désordre, » dit-elle nerveusement, en ajustant un coussin qui n'était pas déplacé. Miss Marple était assise, son tricot sur ses genoux, son regard parcourant lentement la pièce. Là, sur le buffet, se trouvait un flacon de parfum en cristal, vide mais indéniablement le jardin de minuit-forme. « Je trouve toujours les jours de pluie idéaux pour une conversation tranquille, » dit Miss Marple en s'installant. « Pas de distraction, rien à faire à part réfléchir. » Gwen esquissa un léger sourire. « Oui, même si parfois réfléchir peut être fatigant. J'ai toujours cru, » dit Miss Marple, « que les pensées les plus fatigantes sont celles que nous essayons de ne pas avoir. » Le silence tomba. Le sourire de Gwen s'effaça. « Vous voyez, » continua Miss Marple, «
J'ai réfléchi au gilet que portait M. Cresswell, si différent de lui et pourtant si visiblement flamboyant. Il était destiné à être vu, mais peut-être pas par nous, peut-être par quelqu'un qu'il était censé rencontrer. Gwen se déplaça. Peut-être voulait-il faire bonne impression. Peut-être, répéta Miss Marple, mais là encore, si quelqu'un ne voulait pas pour être vu, ou plutôt pour être vu d'une certaine manière, ce gilet serait un déguisement astucieux, n'est-ce pas? Gwen ne dit rien. Le ton de Miss Marple s'adoucit. Vous saviez pour le colis envoyé par Miss Carter. Vous avez fait une remarque sur le ruban, mais seulement quelqu'un qui avait vu le colis avant d'être posté devait en connaître la couleur. Même mademoiselle Grindle ne s'en souvenait pas. Le silence s'approfondit. Je ne voulais pas. La voix de Gwen se brisa. Je voulais juste la protéger. Elspeth. Elle est gentille et stupide, et il l'aurait encore utilisée. Miss Marple. Attendez. J'ai vu la lettre, dit Gwen à voix basse. Il l'a laissée au presbytère. J'ai aidé Madame Everdale avec les compositions florales. Je l'ai ouvert. Je pensais qu'il jouait avec elle, l'utilisant comme les hommes le font quand ils veulent quelque chose. Alors j'ai gardé le poudrier qu'elle portait toujours. J'ai déchiré le mouchoir et je l'ai laissé près de lui. Je pensais que si les gens soupçonnaient Evelyn Cosgrove, Elspeth resterait seule. « Mais tu ne l'as pas tué ?» demanda doucement Miss Marple. « Non, » murmura Gwen. « Il était déjà mort quand je l'ai trouvé, affaissé près de la tente. J'ai paniqué. Je pensais que si les gens découvraient Elspeth, ils la détruiraient. Elle a déjà tellement souffert. » Miss Marple hocha lentement la tête. « C'était une gentillesse méchante, Miss Crutchley, mais je pense que votre loyauté était déplacée. » Les yeux de Gwen s'écarquillèrent. Quelqu'un a fait tuer M. Cresswell, et il comptait sur la confusion pour cacher leurs traces. Vous n'avez pas créé cette confusion. Vous n'avez fait qu'y ajouter. Il y eut une longue pause avant que Gwen ne reprenne la parole. Alors, qui? Miss Marple croisa les mains. Quelqu'un qui avait tout à gagner. Pas émotionnellement, mais pratiquement. Quelqu'un avec accès, avec motif, et avec connaissance du passé d'Elspeth Carter. Les pièces étaient presque en place. Miss Marple se leva. « Merci pour votre honnêteté, » dit-elle doucement. « Je crois que cette affaire sera bientôt résolue, et quand ce sera le cas, votre rôle sera compris, même s'il n'est pas entièrement pardonné. » Dehors, les nuages commençaient à se lever. Miss Marple est rentrée chez elle avec le dernier fil en main, et la certitude que derrière chaque façade d'affection se cachait un réseau de désirs, de ressentiments et de peurs humains, et quelqu'un, quelque part à St. Audrey, avait utilisé les trois pour commettre le crime parfait, presque parfait. La journée suivante commença comme si rien ne pouvait plus troubler la paix fragile de St. Audrey. Le soleil se levait derrière un voile pâle de brume matinale, les oiseaux chantaient doucement depuis les haies, et la place du marché s'animait à nouveau du bruit des paniers en osier, des cris des marchands de légumes et du grincement des roues des vélos. Mais malgré cela, un courant de malaise persistait, comme si le village retenait son souffle, pris entre l'illusion de la normalité et la conscience tranquille que quelque chose de plus sombre se cachait encore sous sa façade soignée. Miss Marple passa sa matinée dans son jardin, taillant le rosier grimpant devant la fenêtre de sa cuisine, tandis que son esprit se remémorait sa conversation avec Gwen Crutchley. Ses aveux avaient révélé beaucoup de choses, notamment qu'Elspeth Carter n'avait pas joué seule dans la représentation entourant la mort de Cresswell. Mais le rôle de Gwen, bien qu'erroné, était celui d'une réaction et non d'une orchestration. Elle était tombée sur une scène et avait tenté d'en orienter l'interprétation. Le véritable coupable, croyait désormais Miss Marple, avait planifié la rencontre et la mort avec une clarté effrayante. Peu après midi, alors qu'elle attachait une branche de chèvrefeuille, on frappa à la porte d'entrée. C'était encore le jeune Derek de la poste, essoufflé et pâle. « Miss Marple, avez-vous entendu? Oh, c'est horrible.
Elle l'a fait entrer et l'a fait asseoir avec un verre de cordial à la fleur de sureau avant de lui faire raconter l'histoire, en morceaux minutieux. Il y avait eu un autre incident. Mademoiselle Elspeth Carter avait été retrouvée inconsciente à The Larches, non pas dans son salon ou sa chambre, mais dans le conservatoire, où elle était visiblement tombée contre la table d'appoint, cassant un vase en porcelaine et se coupant le front. Elle respirait à peine, murmura Derek. C'est Madame Whitcomb, vous savez, la cuisinière, qui l'a trouvée juste après 11 heures. Elle a dit qu'elle n'était pas descendue pour le petit déjeuner. Ils pensent qu'elle aurait pu prendre quelque chose, comme des pilules. Le visage de Miss Marple ne changea pas, mais elle posa sa tasse de thé avec un soin délibéré. Est-elle vivante? À peine. Le docteur Delaford est avec elle en ce moment. Mais on dit qu'elle a laissé un mot. Une note? Il hocha la tête, les yeux écarquillés. Il y avait une question de culpabilité. De vouloir en finir, on a appelé la police. Elle le remercia gentiment et l'accompagna jusqu'au portail. Une fois qu'il eut pédalé, Miss Marple ne se tourna pas vers le presbytère ni vers la bibliothèque, mais vers l'étroite ruelle qui serpentait entre The Larches et Appledore House. Ses pensées, pour la première fois depuis des jours, semblaient instables. Elspeth Carter, la cousine discrète, la talentueuse donneuse de gilets, la porteuse de parfums, gisait maintenant dans un état de stupeur, peut-être mourante. Et elle avait, semble-t-il, avoué quelque chose. Mais à quoi? Meurtre? Honte? Chagrin? Il y avait un écart entre ce qui se disait et ce qu'on pouvait croire. Au Mélèze, le portail était ouvert. Un agent de police était posté juste à l'intérieur. Miss Marple se présenta avec une autorité tranquille et fut, après un court délai, admise dans le salon. L'ambiance était tamisée. Rideaux, à moitié tirés. Des choses à thé abandonnées. Une soucoupe en porcelaine cassée sur le sol, peut-être tombée dans la panique du matin. Géraldine Carter se tenait près de la cheminée, son sang-froid habituel tremblant maintenant aux yeux. « Ce Birds, elle a laissé une lettre », dit-elle sans préambule. « Ils l'ont pris, la police. Je ne l'ai pas lu, je ne pouvais pas. »« Est-ce qu'elle a parlé ?» demanda doucement Miss Marple. Géraldine secoua la tête. Elle était inconsciente à l'arrivée du médecin, mais elle avait été étrange toute la semaine, distante, comme si elle se préparait à quelque chose, et elle n'a presque pas touché à sa nourriture hier. Miss Marple s'approcha de la table d'appoint et prit délicatement une paire de gants, posée soigneusement à côté d'un recueil de poésie. Le dos du livre était cassé à mi-chemin. Tennyson. Le poème était ouvert. Pause, pause, pause. Une sinistre petite coïncidence ou pas du tout? Y avait-il une indication qu'elle avait quitté la maison depuis la fête? Aucun. En fait, elle a insisté sur le fait qu'elle n'avait pas disparu. Elle me l'a dit elle-même. Miss Marple hocha la tête, ses yeux parcourant la pièce et se posant sur le porte-manteau. Là, accroché parmi plusieurs chapeaux de feutre en bon état, se trouvait un celui à large bord, couleur prune délavée, avec un léger mauve plume toujours coincé dans le ruban. « Géraldine, dit lentement Miss Marple, votre cousine a-t-elle déjà parlé de quelqu'un nommé Julian Harridge ?» Le nom lui était venu à l'esprit seulement ce matin-là, alors qu'elle feuilletait un bulletin paroissial de 1956. Un rapport obscur sur un M. J. Harridge, collectionneur d'antiquités sud-africaines, s'exprimant à la salle des fêtes du village, présenté par nul autre qu'Oswald Cresswell. Géraldine pâlit. « Oui, » murmura-t-elle. C'était son mari. Miss Marple se retourna complètement maintenant. « Je crois que M. Cresswell a un jour escroqué Julian Harridge dans une affaire. Et je crois qu'Elspeth savait, peut-être seulement récemment, que Cresswell était rentré en Angleterre sous un faux nom. Oswald Cresswell n'était pas son vrai nom, n'est-ce pas? » Géraldine s'affala lentement sur une chaise. Non, il s'appelait Oswald Pembroke. Julian le connaissait. Ils ont travaillé ensemble brièvement à Johannesburg. Il a escroqué Julian d'un artefact rare et de sa réputation.
Cela l'a détruit. Il s'est saoulé jusqu'à mourir 6 ans plus tard. Et quand Elspeth découvrit que Pembroke vivait ici à St. Audrey sous le nom de Cresswell, elle lui a écrit, dit Géraldine. J'ai retrouvé le brouillon de la lettre dans son bureau il y a des semaines. Elle n'a pas dit un mot, mais elle avait changé depuis, silencieuse, mélancolique. Et quand elle l'a revue à la fête, elle ne l'a pas tuée, dit doucement Miss Marple. Mais elle aurait peut-être aimé. Géraldine se couvrit le visage de ses mains. Je pense qu'elle voulait tourner la page. Peut-être qu'elle lui a donné le gilet en guise d'offre de paix. Peut-être qu'elle avait l'intention d'une confrontation. Mais quelqu'un d'autre, quelqu'un ayant accès, connaissant son lien avec lui, a vu une opportunité. La voix de Miss Marple s'adoucit encore davantage. Je crois que quelqu'un l'a empoisonné, a orchestré la scène pour impliquer Evelyn Cosgrove et a attendu que cela se produise. Gwen Crutchley n'a fait qu'ajouter à l'illusion. Elle l'a retrouvé après sa mort, ignorant que quelqu'un avait déjà orchestré son dernier instant. Géraldine leva les yeux. Alors qui? Les yeux de Miss Marple se posèrent à nouveau sur « Saint-Légan, je crois que je sais, dit-elle, mais cela nécessitera une confirmation. » Dehors, le constable faisait les 100 pas dans les graviers. À l'intérieur, Miss Marple restait immobile, regardant les murs autour d'elle se refermer très doucement sur une vérité longtemps cachée, qui montait maintenant comme une marée à la surface. Elspeth Carter n'était pas une meurtrière. Evelyn Cosgrove non plus. Mais quelque part dans ce doux village baigné par la pluie, un esprit était devenu froid et calculateur, et avait presque réussi à s'en sortir. Presque. Le ciel s'éclaircit en début de soirée, laissant derrière lui un village scintillant, baigné d'or tendre. Les gouttes de pluie s'accrochaient aux haies comme des perles de verre, et un parfum de terre humide et de chèvrefeuille montait doucement dans l'air immobile. C'était aux yeux de Miss Marple le genre de temps où la vérité pouvait éclater, doucement, sans drame, mais avec une inéluctabilité absolue. Elle avait passé l'après-midi dans son salon à se préparer tranquillement. Ses tasses de thé avaient été disposées, sa génoise cuite, légère comme l'air, et son panier à tricoter disposé avec la netteté d'un échiquier. Maintenant, alors que la pendule de la cheminée sonnait 6 heures, elle lissa son cardigan et s'assit en attendant. Elle avait envoyé 3 invitations. Le premier était allé à Sergent Phipps, qui, malgré un peu d'empressement dans ses conclusions initiales, restait un homme honorable, même s'il manquait d'imagination. Il avait accepté sans hésiter. Le deuxième était allé à mademoiselle Gwen Crutchley, dont l'honnêteté tremblante avait, malgré toutes ses limites, révélé un réseau emmêlé de fausses pistes. Et le troisième, le plus important, avait été envoyé à Géraldine Carter. Miss Marple ne savait pas encore si Géraldine viendrait, mais elle avait un pressentiment. Une sorte de certitude faible et précise, comme un souffle sur la nuque. Si Géraldine n'avait vraiment rien à cacher, elle viendrait prendre le thé. Et si elle venait, Miss Marple serait prête, à 6 heures. 10, on a frappé à la porte. Gwen arriva la première, gantée de gants serrés et l'air désolé, le regard perdu dans les yeux, comme un lapin acculé. Elle avait apporté un bocal de citron confit que Miss Marple accepta avec de chaleureux remerciements et déposa à côté du plateau de thé. Le sergent Phipps le suivit peu après, avec un signe de tête vif et l'air légèrement nerveux d'un homme entrant dans une pièce remplie de femmes plus âgées et de pâtisseries maison. Ils ont eu une conversation agréable. Miss Marple le laissa s'étirer juste assez longtemps pour baisser tous les gardes de la pièce. Puis, précisément au moment où elle versait la 2e tasse de thé, la sonnette retentit une fois de plus. Géraldine Carter entra. Impeccablement, vêtue d'un doux gris tourterelle, ses cheveux argentés coiffés en chignon, elle avait tout d'une hôtesse posée d'une époque plus fastueuse. Ses gants étaient impeccables, son sac à main modeste, son sourire frais et impeccable. « Mademoiselle Marple, » dit-elle en inclinant la tête, « avec plaisir. »« Asseyez-vous, ma chère, » dit Miss Marple en désignant le fauteuil près. « Du feu. »
Vous êtes arrivé juste à temps pour la génoise. » Ils mangèrent quelques instants dans un silence poli, la pièce bourdonnant de conversations douces. Miss Marple s'enquit des compositions florales de la fête du village. Phipps décrivit le chat invalide de sa tante. Gwen acquiesça à chaque conversation, mais ne dit que peu de choses. Puis, avec une douceur trompeuse, Miss Marple posa sa tasse de thé et regarda directement Géraldine. « Je pensais l'autre jour combien il était étrange, » dit-elle, « que le pauvre Monsieur Cresswell, ou devrais-je dire Monsieur Pembroke, assiste à la fête dans une tenue aussi inhabituelle. En particulier ce gilet mauve. » Géraldine cligna des yeux. « Oui, très étrange. Vous voyez, nous avons appris que le gilet était un cadeau d'Elspeth, et je crois qu'elle le pensait comme un rameau d'olivier. Mais le plus étrange, continua Miss Marple en croisant les mains, c'est qu'elle n'a dit à personne d'autre qu'elle l'avait envoyé, pas même à Gwen. » Miss Marple se tourna légèrement, sa voix calme mais délibérée, ce qui amène à se demander « Comment Gwen a-t-elle » Ce qu'il fallait récupérer le poudrier, placer le mouchoir avec les initiales, comment a-t-elle pu n'importe qui en savent assez pour faire paraître Evelyn Cosgrove coupable, à moins qu'ils ne connaissent déjà le lien entre Elspeth et Oswald Pembroke. La pièce était devenue complètement immobile. « À moins, » poursuivit Miss Marple, « que quelqu'un d'autre n'ait intercepté la lettre qu'Elspeth lui avait adressée, ou qu'on ne la lui ait montrée. Quelqu'un qui craignait qu'une rencontre entre eux n'en révèle trop sur leur passé commun en Afrique du Sud et sur la fraude qui a conduit à la disgrâce de Julian Harridge. » Elle fit une pause. « Je crois que cette personne est dans cette pièce. » Le sergent Phipps se redressa. « Mademoiselle Marple, » mais elle ne regardait plus que Géraldine, dont les mains pâles se resserraient légèrement autour de sa tasse de thé. « Voyez-vous, » dit doucement Miss Marple, « ce sont souvent les personnes les plus proches d'une tragédie qui souhaitent le plus la dissimuler. Vous avez dit un jour que Julian s'était saoulé à mort après avoir été ruiné par Oswald Pembroke. Mais ce que vous n'avez pas dit, c'est qu'il n'était pas seul dans ses manigances. Il a été aidé par quelqu'un, un cousin éloigné à l'écriture impeccable et ayant accès aux livres de contes. » Géraldine ne dit rien. Miss Marple continua, sa voix n'étant pas plus forte mais perçante maintenant dans sa clarté. « Toi aussi, Géraldine, tu étais en Afrique du Sud. Tu as travaillé avec Julian. Tu as tenu sa comptabilité, comme tu l'as dit au révérend il y a des années. Mais lorsque Pembroke t'a proposé une part du commerce d'antiquités, tu as discrètement changé d'allégeance. » Gwen haleta. « Vous avez contribué à falsifier une estimation, » dit Miss Marple, « et lorsque les autorités ont commencé à enquêter, vous êtes rentré en Angleterre et avez tout enterré. Elspeth n'en a jamais rien su. Elle n'a vu que le déclin de son mari. Mais le retour de Pembroke, sous le nom de Cresswell, a dû vous terrifier. Pas seulement pour elle, mais pour vous-même. » Géraldine parla enfin. Sa voix était aussi froide que son expression. « Vous êtes très intelligente, Miss Marple. »« Seulement observatrice, » répondit doucement Miss Marple. « La plume dans le chapeau, l'emplacement du poudrier, la connaissance du gilet et le détail clé qui a tout confirmé. Votre empreinte digitale à l'intérieur du miroir du poudrier. Je l'ai fait comparer avec un ensemble pris lors du recensement du village, juste pour être sûr. » Géraldine la regarda et dans ses yeux, juste pour un instant, quelque chose de sombre vacilla. « Je n'avais pas l'intention de le tuer, » dit-elle d'un ton sec, « juste pour l'effrayer. Je pensais qu'il partirait. » Mais il était plus arrogant que jamais, se vantant d'Elspeth, de la facilité avec laquelle on pouvait la forcer à abandonner le peu d'héritage qu'elle possédait. J'ai dosé le brandy dans la flasque que j'ai placée près de son manteau. C'était censé être doux, un avertissement. Mais ce n'était pas bénin, dit Miss Marple. C'était de la digitaline. La mâchoire de Géraldine se serra. Je ne voulais pas. Ça a mal tourné. Et ainsi, a déclaré Miss Marple, vous avez vu une opportunité. Vous avez semé des indices, encouragé les soupçons à l'égard d'Evelyn Cosgrove et attendu que la police interprète mal la scène.
Le sergent Phipps se leva, retrouvant enfin sa voix. « Mademoiselle Carter, je crains de devoir... » Mais Géraldine se leva calmement. « Ce n'est pas nécessaire. J'irai avec toi. J'ai passé la majeure partie de ma vie à arranger les apparences. Je ne faiblirai pas maintenant. » Elle se tourna vers Miss Marple. « Vous pensez peut-être que vous êtes doux, » dit-elle, sa voix tremblante enfin. « Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes impitoyable. Vous l'habillez de gentillesse et de génoise. Mais vous avez vu la faiblesse et l'avez coupée comme une ficelle. » Miss Marple baissa les yeux sur son tricot. « Non, ma chérie, dit-elle doucement. J'ai simplement vu la vérité. » Et elle était déjà en train de se dévoiler. Plus tard dans la soirée, après que le gendarme eut emmené Géraldine et que Gwen eut été escortée chez elle par un sergent Phipps compatissant, Miss Marple retourna dans son jardin. La lumière s'était allongée. Les ombres s'étendaient sur la pelouse. Elle était assise parmi les pois de senteur et les soucis, sirotant son thé maintenant froid. Le village allait bientôt s'installer. C'est toujours le cas. Il y aurait des murmures, bien sûr. La honte, la tragédie. Mais finalement la vie reprendrait. Les gens achetèrent des timbres et échangèrent de la marmelade et oubliaient, comme ils le faisaient toujours, à quel point le mur était mince entre la noblesse et la ruine. Miss Marple, seule dans le calme, laissa échapper un soupir et regarda le ciel. En fin de compte, le meurtre revenait toujours au même. Pas de haine, pas de folie, mais la peur. Le lendemain de l'arrestation discrète de Géraldine Carter, le village de St. Audrey's régnait dans un silence étrange et délicat. Un silence né non pas du choc, mais d'une délicate reconfiguration. Les gens vaquaient à leurs occupations un peu plus lentement. Leurs conversations entrecoupées de demi-phrases et de pauses, comme s'ils craignaient de parler trop vite ou avec trop d'assurance. Après tout, ils s'étaient déjà trompés. Miss Evelyn Cosgrove, autrefois paria des commérages de l'après-midi et des accusations murmurées, recevait désormais des notes d'excuses manuscrites. Miss Gwen Crutchley n'avait pas du tout quitté son cottage, même si un bouquet de lys était apparu sur le pas de sa porte sans carte. Et Elspeth Carter, encore pâle et en convalescence sous l'œil vigilant du docteur Delaford, était devenue un objet de sympathie silencieuse, voire d'admiration, pour avoir supporté le poids d'une culpabilité qu'elle n'avait jamais portée. Mais il y avait une personne au village qui restait sereinement insensible au changement d'air, Miss Marple. Pour elle, la roue avait tourné comme prévu. Le motif s'était formé, les mailles alignées. La tapisserie de la folie humaine, tromperie, orgueil, loyauté, peur, avait une fois de plus été tissée et révélée. Les événements de la semaine précédente avaient non seulement ravivé le présent, mais aussi exhumé des choses depuis longtemps enfouies. Maintenant que tous les éléments étaient en place, il était temps de clarifier les choses. Ainsi, lorsque le révérend Chiswick invita Miss Marple dans son bureau pour un mot discret, elle accepta avec sa grâce habituelle. Ils se sont assis ensemble cet après-midi-là sous la lumière tamisée du vitrail, des tasses de thé à la main, dans l'air riche du parfum de la mélisse et des livres. « Je dois dire, Jane, » commença le vicaire en secouant lentement la tête, « que vous m'avez étonné, pas seulement moi, mais tout le village. J'ose dire qu'aucun de nous n'a vraiment cru que ce pouvait être Géraldine. » Miss Marple sourit faiblement. « Les gens regardent rarement de près ceux qui semblent parfaitement composés. Mais la composition n'est pas la même chose que l'intégrité. » Il hocha la tête, considérant cela. « Vous en étiez tout à fait sûr depuis le début ?»« Non, pas du tout, » dit-elle doucement. « Pas avant la plume. »« La plume ?» Miss Marple croisa les mains. Cela a commencé, je suppose, avec le gilet. Une chose étrange apportée de la part d'Oswald Cresswell, flamboyant, hors de son caractère. Puis le mouchoir, un fragment avec hussée cousu dans un coin. Le tout conçu pour attirer l'attention sur Evelyn Cosgrove. Ce qu'il a fait avec beaucoup de succès, a admis le vicaire. Trop de succès, a déclaré Miss Marple. C'est ce qui m'a rendu curieux. Le gilet était une distraction, le morceau de tissu aussi. Gwen Crutchley pensait qu'elle protégeait Elspeth en le plantant.
mais elle renforçait sans le savoir l'illusion créée par quelqu'un d'autre. Le vicaire se pencha en avant, les yeux brillants. « Et cette personne, c'était Géraldine ?» « Elle en savait trop, » dit Miss Marple. Elle connaissait les liens d'Elspeth avec Cresswell, ou Pembroke plutôt, et craignait ce qu'une telle rencontre pourrait révéler. Elle avait beaucoup à perdre. Sa complicité dans la fraude qui a détruit la réputation de Julian Harridge n'a jamais été connue publiquement, mais si Elspeth avait découvert que Géraldine avait aidé Pembroke, le reste de sa dignité se serait effondré. Elle m'a semblé fière. En effet, trop fière pour permettre ça. Miss Marple sirotait. Son thé. Elle a attiré Pembroke à la fête en interceptant la correspondance entre lui et Elspeth, ou plus probablement, elle l'a appris grâce à sa proximité avec son cousin. Elle a récupéré le gilet une fois qu'Elspeth l'avait acheté et posté, ou s'est arrangée pour qu'il le porte sous prétexte d'une offre de paix, puis elle a empoisonné le cognac qu'il transportait habituellement. Digital. Une chose simple, si vous en avez accès et connaissance. Ce qu'elle a fait, la mort, est apparue soudaine et naturelle, mais ensuite est venu le final, prospérer, en plantant le pacte et le tissu déchiré. Le vicaire avait l'air sombre. Un tableau mis en scène. Exactement. Mais trop soigneusement construit. Le mal surperforme souvent. C'est pourquoi il attire l'attention. Il cligna des yeux. Et la plume? Miss Marple sourit. Ah oui, une petite plume mauve logée dans la charnière du poudrier, un détail que personne ne remarquerait, sauf que je l'avais déjà vu sur un chapeau. Une création à large bord, portée fugitivement par une femme qui, je le croyais, avait depuis longtemps abandonné ses vanités. Ce chapeau était celui de Géraldine. Je l'ai vu une fois lors d'un thé paroissial, il y a 3 ans, et je me suis souvenu de sa couleur. « Vous avez une mémoire étonnante, » murmura-t-il. « Oh non, » répondit Miss Marple, « juste un ordinaire, aiguisé par des années d'observation de la nature humaine. » Elle devint pensive un instant. « Voyez-vous, la tragédie n'était pas simplement le meurtre, » poursuivit-elle doucement. « C'était manipulation qui a suivi. Géraldine a transformé les hypothèses du village en armes. Evelyn Cosgrove était étrange, privée, exotique. Elle était censée être le suspect, et si les choses n'avaient pas mal tourné, l'intervention inconsciente de Gwen Crutchley, l'effondrement d'Elspeth, la découverte de la fosse, piste, elle aurait peut-être entièrement réussi. Le vicaire hocha la tête, ses doigts reposant légèrement sur les accoudoirs de sa chaise. Et pourtant, dit-il lentement, ce qui me frappe le plus, c'est que Géraldine croyait vraiment qu'elle protégeait son cousin. La peur et l'orgueil sont d'étranges jumeaux, dit Miss Marple. Ils se parlent souvent de loyauté. Elle se leva, lissant sa jupe. J'imagine qu'il y aura une enquête, peut-être même un procès discret dans un tribunal éloigné. Mais St. Audrey's passera à autre chose. C'est toujours le cas. Le vicaire se tenait à ses côtés. « Puis-je t'avouer quelque chose, Jane ?»« Bien sûr. J'avais des soupçons, sur Evelyn, certes, mais aussi sur Elspeth. Mais jamais sur Géraldine. Elle semblait si mesurée. » Miss Marple sourit doucement. « Oui, mais voyez-vous, une vie mesurée peut cacher bien des secrets, surtout si l'on n'en touche jamais la surface. » Ils se séparèrent avec des mots chaleureux et Miss Marple retourna à son cottage, où le soleil couchant baignait désormais le jardin d'un doux or. 2 merles picoraient assidûment le sol sous le romarin. La théière posée sur la table contenait encore assez pour une tasse, et elle la versa d'une main ferme. Le mystère ne s'était pas terminé en fanfare ni en grande déclaration, mais par une compréhension silencieuse, comme c'était si souvent le cas à Saint-Audrey. Aucun méchant n'avait été poursuivi à travers les haies, aucun coup de feu n'avait été tiré, juste une série de décisions humaines, chacune ancrée dans la douleur, la peur, le besoin désespéré de s'accrocher à une illusion. Miss Marple reprit son tricot, les aiguilles claquant doucement tandis que le crépuscule commençait à tomber. C'était, pensait-elle, une sorte de justice.
Pas parfait mais proche. Le genre de justice que l'on ne trouve pas dans les tribunaux ou dans les journaux, mais qui est en réalité découverte et qui empêche le préjudice de s'aggraver davantage. Et pour l'instant, cela suffirait. Le scandale, lorsqu'il éclata, fut plus discret qu'on n'aurait pu le croire. Il n'y eut pas de gros titres dans les journaux londoniens, pas de journalistes frappant aux portes ou s'attardant à la gare. En fait, hormis une petite annonce rédigée avec goût dans le journal de la paroisse de St. Audrey, Mademoiselle Géraldine. Carter doit quitter temporairement sa résidence en raison de problèmes juridiques en cours d'examen. Toute l'affaire semblait se dissoudre dans le sol du village comme la pluie d'hier, et pourtant, sous la surface, St. Audrey avait changé, pas de façon spectaculaire, bien sûr. La vie continuait comme dans les villages anglais, avec les offices du dimanche matinaux, les gardes impartis modestes, et la hiérarchie toujours changeante des champions des concours de confiture. Mais les regards des villageois avaient désormais gagné en acuité, en conscience. Ce n'était pas de la peur. Pas précisément. C'était une nouvelle compréhension. Même parmi les lilas et les thés paroissiaux, l'obscurité pouvait vivre. Tranquillement derrière des rideaux de dentelle. Miss Marple, quant à elle, retrouvait son rythme habituel avec la douceur de quelqu'un qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Ses rosiers avaient besoin d'être taillés. Ses conserves commençaient à manquer. Un tiroir du buffet de la cuisine était mal fixé et elle comptait le réparer. Mais dans les jours qui suivirent la révélation définitive de la supercherie de Géraldine Carter, elle prit aussi le temps, un temps lent et réfléchi, de faire quelques visites. La première était de mademoiselle Evelyn Cosgrove, qui avait repris ses promenades de l'après-midi autour du Green, mais portait encore une trace de givre dans son expression, comme si elle n'était pas encore certaine que le monde avait vraiment arrêté de chuchoter. « Mademoiselle Marple, dit-elle en ouvrant la porte de son joli cottage, « j'ai pensé que vous pourriez appeler. J'espérais que vous me le permettiez, » répondit Miss Marple d'un ton chaleureux, mais pas trop familier. « J'ai apporté de ma confiture de prunes d'été, la même que celle de l'année dernière, avec peut-être un peu moins de clous de girofle. » Ils étaient assis ensemble dans le salon. Une légère odeur de cirage à la lavande flottait dans l'air. « Cela ne me dérangeait pas de faire l'objet de commérages, » a déclaré Evelyne en plaçant 2 tranches de biscuits au gingembre sur une assiette. « Mais c'est tout à fait différent quand on devient le bouc émissaire d'un meurtre. » Miss Marple hocha doucement la tête. Ce doit être une expérience solitaire. Evelyne eut un rire doux, pas exactement amer, mais usé. Ça l'était, mais j'ai reçu des excuses, certaines par écrit, quelques-unes en personne. Le reste prendra du temps. C'est souvent le cas, dit Miss Marple. Je suppose, dit Evelyne après une pause, que je devrais me sentir triomphante. Mais surtout, je me sens fatiguée. Triste, vraiment. Géraldine et moi n'avons jamais été proches, mais je la croyais compétente, distante, mais pas cruelle. Elle croyait protéger quelque chose, dit Miss Marple, la réputation de sa cousine. La sienne. C'est dangereux de croire que sa fierté l'emporte sur la vérité. Evelyne regarda par la fenêtre, là où la haie flottait légèrement au gré de la brise. Vont-ils porter plainte? Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. C'est probable, mais ce sera discret. L'affaire Pembroke s'est produite il y a longtemps et de l'autre côté de la mer. Les autorités sont plus intéressées par une résolution tranquille que par le spectacle. Evelyne hocha la tête. Alors peut-être que je pourrais être laissée en paix. Tu le seras, dit doucement Miss Marple, mais pas seule, je pense. Le village voit plus qu'il ne le dit. Tu trouveras des alliés là où tu les attendras le moins. Elle partit peu après, déclinant l'offre d'un second biscuit et marchant lentement dans les ruelles baignées de soleil. Il y avait des corvées à faire à la maison. Mais elle se tourna ensuite vers The Larches, où un autre type de calme s'était installé. Elspeth Carter était sortie de l'hôpital 2 jours auparavant, et, bien qu'elle n'ait pas repris la vie publique, les fenêtres de son cottage étaient à nouveau ouvertes et les rideaux n'étaient plus tirés.
Miss Marple fut introduite par la gouvernante, qui avait été retenue malgré tout, et trouva Elspeth assise près de la cheminée avec un mince châle sur les épaules et une tasse de bouillon intacte sur la table. « Mademoiselle Marple, dit-elle d'une voix sèche mais claire, vous arrivez toujours quand on s'y attend le moins. Je trouve que c'est là que je suis la plus utile, dit Miss Marple en souriant. Elspeth l'observa d'un œil fatigué. Alors, c'est fini? Miss Marple fit une pause. Pas fini exactement, mais résolu. Le vicaire a écrit une lettre à l'évêque expliquant la situation. Le nom de Carter ne sera pas traîné dans le scandale. Votre cousine répondra de ses actes, mais tranquillement. Pas de procès en audience publique. Elspeth baissa les yeux. J'ai été stupide. Je pensais vraiment que le temps avait atténué toutes les blessures. Le ton de Miss Marple était gentil. Le temps en émousse certains. D'autres, il les cache simplement. Je voulais lui pardonner, dit Elspeth après une pause. Oswald Pembroke, je voulais le regarder dans les yeux et lâcher le poison qu'il avait laissé dans la vie de Julian, mais il n'avait pas changé. Pas vraiment. Il croyait toujours qu'il n'avait rien fait de mal. Et c'est pour cela, a déclaré Miss Marple, c'est pourquoi il était dangereux. Elspeth inspira longuement. Et Géraldine, elle craignait la vérité plus que la culpabilité. Et dans cette peur, elle est devenue ce qu'elle méprisait autrefois. La voix d'Elspeth était à peine audible. J'aurais aimé qu'elle me le dise. Miss Marple tendit la main et la posa doucement sur la sienne. Tu lui aurais pardonné. Cela lui a fait peur plus que tout. Elle prit congé peu après, traversant à nouveau le village tandis que le soleil baissait les toits. Au loin, le carillon des cloches de l'église marquait l'heure. Des voix d'enfants résonnaient faiblement dans la verdure. Et une odeur chaude et onctueuse s'échappait de la fenêtre ouverte de la cuisine de Madame Croupton. De retour à son cottage, Miss Marple était de nouveau assise dans son salon. Le feu n'avait pas été allumé. Le temps ne l'exigeait pas. Mais une seule lampe jetait une douce lueur dans la pièce. Elle ouvrit son carnet, feuilletant les pages remplies d'observations soignées, initiales, heures, descriptions, de chapeaux empreintes digitales, espèces de fleurs emplacements compacts. Tout est résolu maintenant. Elle se tourna vers une nouvelle page et écrivit en haut. De la nature des apparences en dessous, dans sa main fluide et familière, dans les villages, les apparences sont souvent confondues avec la vérité et le silence avec l'innocence. Mais le vrai caractère est ce qu'une personne fait quand personne ne la regarde. Et la culpabilité, lorsqu'elle s'envenime en silence, s'habille souvent de civilité. Elle fit une pause, tapotant une fois son stylo contre le papier. Puis, il a ajouté « Il ne faut jamais confondre une personne calme avec une personne inoffensive, ni une personne convenable avec une bonne. » Elle ferma le carnet et le posa doucement de côté. Dehors, le crépuscule commençait à tomber sur Sainte. Hadray. Les lampes clignotaient et les portes s'illuminaient une à une. Le village, toujours résilient, retrouvait ses habitudes, changées peut-être, mais toujours familières. Et Miss Marple, observant depuis sa fenêtre, s'autorisa une dernière pensée avant de se lever pour tirer les rideaux. La justice, elle le savait, n'était pas une question de coups de tonnerre ou de gros titres. C'était un murmure, un choix, une vérité révélée, aussi délicate soit-elle, et c'était suffisant. Les beaux jours d'été étaient de retour la semaine suivante, et Sainte Audrey baignait à nouveau dans le calme doré d'août. Les haies rougissaient de baies, les rires des enfants résonnaient paresseusement dans la verdure, et on voyait souvent le chat du village, Marmaduke, étendu comme un ruban roux à l'ombre sous la boîte aux lettres. Pour l'observateur occasionnel, tout avait repris son rythme habituel. Mais Miss Marple, assise sur une chaise de jardin en bois sous le vieil aubépine, savait mieux que quiconque que le village avait changé. Non pas de forme, mais de forme. Tonifié. Le genre de changement qui ne se manifeste pas dans les jardins de devanture ou dans les annonces du vicaire, mais dans les yeux tenus un peu plus longtemps, des questions formulées un peu plus soigneusement,
et des vérités qui ne sont plus si facilement supposées. Sa broderie gisait sur ses genoux, un carré de rose sauvage prenant forme sous ses doigts, même si ses mains étaient immobiles depuis quelques minutes. Au lieu de cela, son regard erra sur le jardin où les abeilles se blottissaient paresseusement dans la lavande et où l'arche de rose tremblait sous le poids de la floraison tardive. Elle venait de rentrer de la dernière réunion du guilde des femmes avant les vacances d'été. Une réunion modeste dans le jardin du presbytère, où coulaient à flots scones et eau d'orge citronnée, et où les conversations polies flottaient juste au-dessus des véritables courants sous-jacents. Le scandale, comme prévu, n'avait pas été évoqué ouvertement, mais il s'était fait sentir à chaque digression discrète et à chaque raclement de gorge inopportun. C'était mieux comme ça. Miss Marple croyait à la gentillesse, mais pas à la naïveté. Le village s'en souviendrait, tranquillement, avec prudence. Et même si le nom de Géraldine Carter finirait par disparaître des mentions fréquentes, il ne serait plus jamais invoqué avec la même admiration. Elle se pencha légèrement en arrière, s'autorisant enfin à retrouver le calme. Refléter. Le genre de réflexion profonde qui ne venait que après le travail était fait. Les tasses de thé lavées, les réponses triées des erreurs d'orientation. Ce qui la frappa le plus dans cette affaire, plus que le poison, le gilet ou la fosse, piste, c'était la façon dont ordinaire tout cela avait été le cas. Non pas dans le sens de la simplicité, mais dans la nature du motif. Peur, réputation, culpabilité, solitude. Géraldine n'avait pas tué par cruauté ou soif de sang, ni par cupidité, mais par un désir désespéré de protéger un soi construit, une version d'elle-même soigneusement élaguée qui n'aurait jamais survécu à l'exposition. La vérité était un acide pour ce moi, et elle avait donc agi non pas pour détruire Oswald Pembroke, mais pour se préserver. La méthode était froide, le motif profondément humain. Et pourtant, pensait Miss Marple, le prix était incommensurable. Oswald Pembroke, ou Cresswell, comme il s'était appelé lui-même, n'était pas mort comme un méchant vaincu, mais comme un homme pris dans la toile de ses propres vieux péchés, enfin resserré par la main de quelqu'un qui ne pouvait plus supporter le poids de l'histoire. Elspeth Carter, qui n'avait souhaité que pardonner, avait failli être ruinée. Evelyn Cosgrove, qui n'avait jamais recherché l'affection, avait été vilipendée. Gwen Crutchley, qui n'aspirait qu'à aider, avait failli condamner son ami avec une loyauté mal jugée. Et le village, le village avait veillé. Pas méchamment, mais aveuglément, comme le font souvent les villages. Les pensées de Miss Marple furent interrompues par le doux craquement du gravier. Elle leva les yeux et sourit comme sergent Phipps approchait par la porte du jardin, chapeau à la main et dans une posture un peu plus raide que d'habitude. « Miss Marple, » dit-il avec un signe de tête respectueux, « j'espère que je ne m'immisce pas. »« Pas du tout, sergent, asseyez-vous. Il y a de la limonade sur la table si vous le souhaitez. » Il accepta et elle lui versa un verre, le regardant prendre une longue gorgée. « Je voulais te remercier, » dit-il après une pause. « Pour ce que tu as fait, pour ce que tu as vu, je n'hésite pas à l'admettre. J'ai eu tort au début. »« C'est tout à fait naturel, » dit doucement Miss Marple. « Nous travaillons tous avec les outils qui nous sont fournis. »« Mais les vôtres sont plus pointus, » dit-il avec un sourire penaud. « Les miens sont plus âgés, » corrigea-t-elle, et polis par des années passées à observer les gens de près. « J'ose dire que vous me surpasserez avec le temps, sergent. » Il n'avait pas l'air convaincu, mais il était content. « Il me restait une question, » dit-il en posant le verre. « Pas une question procédurale, une morale. » Les sourcils de Miss Marple se haussèrent légèrement. Phipps baissa les yeux comme s'il luttait contre la forme de sa pensée. « Vous avez dit que Géraldine avait agi par peur, qu'elle n'était pas méchante. Mais elle a quand même tué un homme. Elle a manipulé les gens, elle a menti. Des preuves mises en scène. Je n'arrête pas de penser si personne n'avait remarqué. La plume, si Gwen n'avait pas paniqué, si vous n'aviez pas remis en question le gilet, elle aurait pu s'en tirer. Et cela m'effraie.
Miss Marple resta silencieuse pendant un long moment. « Ça devrait, dit-elle enfin. Parce que le mâle sergent est rarement bruyant. Il ressemble souvent à de la gentillesse, il sourit, il arrange des fleurs, il apporte de la génoise au thé. C'est pourquoi il faut faire attention. Pas pour la méchanceté, mais pour la dissonance. » « Dissonance? Oui, » dit Miss Marple, ses yeux doux mais inébranlables. « Les petites choses qui ne correspondent pas tout à fait. La façon dont quelqu'un dit qu'il n'est pas allé à la fête, mais le bord de son chapeau porte un grain de sucre de foire. La personne qui prétend ne jamais écrire de lettres, mais qui tient du buvard près du lit. Le mal n'est pas toujours violent. Parfois, c'est une déformation de la vérité, de la mémoire, du motif. » Elle sirotait sa propre limonade. « C'est pourquoi nous devons écouter, et réfléchir, et remarquer. » Phipps hocha lentement la tête. « Merci, dit-il à nouveau, et cette fois, il y avait quelque chose de plus lourd, pas seulement de la gratitude, mais du respect. Il est parti peu de temps après, traversant le green avec une posture plus droite. À l'approche du crépuscule, Miss Marple rassembla sa broderie et entra. Elle alluma la petite lampe du couloir et s'assit près du bureau. Son carnet reposait là où elle l'avait laissé, à côté d'une lettre pliée adressée, toujours vierge, à son neveu Raymond, qui lui avait demandé dans sa dernière lettre si quelque chose d'intéressant s'était produit récemment, au village. Elle sourit faiblement. Peut-être qu'elle lui répondrait, mais pas avec toute l'histoire, pas avec des plumes, des gilets et du poison. Raymond préférait ses romans aux réalités de ses tantes. Au lieu de cela, elle ouvrit à nouveau son cahier. Sur la dernière page, elle a écrit « La vérité est rarement un cri. C'est le plus souvent un murmure, attendant d'être entendu. Et par quelqu'un qui comprend le poids du silence. » Elle a posé son stylo. Dehors, les lampadaires s'allumèrent, et aux fenêtres de Saint-Audrey, les doux rituels du soir commencèrent. Bouilloire bouillant, pantoufles trouvées, journaux pliés. La vie reprit son cours, mais quelque chose dans l'air avait changé, légèrement, subtilement. Et Miss Marple, calme, aux yeux perçants et tranquillement invaincue, retourna à son tricot, le mystère terminé, mais l'observation jamais terminée.